Donc je suis ravie de clôturer ce premier cycle des conférences de l'Amphi du Savoir et de vous parler de techniques sur lesquelles je travaille particulièrement en psychiatrie, donc les techniques de neurostimulation. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous présenter ces techniques-là, mais aussi leur évolution au fil du temps jusqu'à leur application actuelle. Donc, comme l'a dit Madame Drevet, je suis maître de conférence à la faculté de médecine et pharmacie de l'Université de Poitiers. Je suis psychiatre d'adultes et je travaille au sein de l'unité de recherche clinique Pierre Desnickers du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers et je mène ma recherche dans l'équipe Coquelicot du CERCA du CNRS. Donc, avant de rentrer dans les détails sur les techniques de neurostimulation, la première question de se poser, c'est pourquoi s'intéresser à ces techniques-là dans la psychiatrie et dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Premièrement, parce que les troubles psychiatriques sont des troubles très fréquents. On estime en moyenne aujourd'hui que ces troubles toucheraient un Français sur 5, donc à peu près 13 millions de Français selon les données de l'OMS. Parmi ces troubles, on va retrouver plusieurs pathologies, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du neurodéveloppement et bien d'autres. Parmi eux, la dépression reste quand même la pathologie la plus fréquente puisqu'elle va toucher en moyenne 15 à 20% de la population générale et c'est les chiffres qui sont avant Covid puisqu'on estime depuis le Covid qu'il y a une augmentation de la prévalence de la dépression avec à peu près, elle passe aujourd'hui de 19 à 25% de la population générale. Donc, au-delà de l'impact de cette maladie au quotidien, de ces maladies au quotidien chez les personnes qui en souffrent, elles ont aussi un impact au niveau socio-économique puisqu'elle constitue le premier poste de dépense dans le régime général de l'assurance maladie et on estime le coût économique des pathologies psychiatriques qui s'élève à peu près à 109 milliards d'euros par an. Donc les pathologies psychiatriques sont des pathologies qui sont très fréquentes, on n'est pas dans le cadre de maladies rares, c'est des maladies qui vont toucher plusieurs personnes. Elles ont un impact social, professionnel et familial. Donc les personnes qui en souffrent vont avoir une altération importante de leur qualité de vie au quotidien. Certaines de ces pathologies vont avoir une évolution chronique. Pour certaines, ça va être des épisodes et ils vont disparaître, mais pour d'autres, ça va évoluer au fil du temps et ça va impacter l'individu à différents moments de sa vie. Et du fait de leur impact économique, elles constituent aussi une problématique de santé publique. Cependant, pour ces pathologies, heureusement, on dispose aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique quand même assez conséquent pour permettre aux patients de vivre avec la maladie et d'évoluer positivement avec ces maladies. Parmi cet arsenal thérapeutique, on a les psychothérapies qui continuent à se développer depuis plusieurs années. Parmi les psychothérapies, on retrouve la plus ancienne, la psychanalyse, mais il y a aussi la thérapie cognitive-comportementale, il y a le MDR, il y a l'hypnose et plein d'autres qui évoluent au fil des années. En plus des psychothérapies, on dispose aussi d'un arsenal pharmacologique assez conséquent. Depuis les années 50, au moment où il y a eu l'arrivée des premiers médicaments, les médicaments se développent de plus en plus et tous les ans, on a à peu près des innovations sur le plan pharmacologique avec plusieurs types de médicaments qui sont classés parmi les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques et d'autres. Et chez beaucoup de patients, on va avoir recours à une association de la psychothérapie avec un traitement pharmacologique pour maximiser les chances de la personne de s'en sortir de sa maladie. Cependant, malgré ces options thérapeutiques, psychothérapeutiques et médicamenteuses dont on dispose aujourd'hui, elles restent parfois insuffisantes. Pourquoi insuffisantes ? Puisque à peu près 30% des patients, quelle que soit la pathologie, vont connaître ce qu'on appelle une résistance au traitement. Donc on va avoir chez 3 personnes sur 10 une non-réponse ou une réponse partielle à ces traitements médicamenteux à la psychothérapie. Certaines personnes ne vont pas tolérer les médicaments, vont développer ce qu'on appelle les effets secondaires, donc ils ne vont pas pouvoir prendre les médicaments pour s'en sortir de leur maladie. Et le problème de ces thérapies ne sont pas toujours spécifiques
pour chaque maladie. On ne va pas aller choisir la molécule qui va être la plus adaptée pour chaque individu. On va choisir la molécule qu'on pense la plus efficace pour telle ou telle maladie. Et elles ne sont pas personnalisables. On ne va pas personnaliser chaque molécule en fonction des symptômes de la personne qui souffre de la maladie. Et donc, du fait de la limite de ces traitements dont on dispose aujourd'hui, mais aussi du fait de l'évolution des connaissances qu'on dispose sur ces pathologies psychiatriques avec le développement de la recherche dans les neurosciences, et du fait de l'évolution technologique des dernières années, que ce soit dans le domaine de la mécanique, de la physique ou de l'imagerie médicale, on est arrivé à développer de plus en plus ce qu'on appelle les techniques de neurostimulation. Donc voici un panel de techniques de neurostimulation qu'on retrouve en psychiatrie. Parmi ces techniques, on a la plus ancienne qui est représentée ici, qui est l'électroconvulsivothérapie ou ECT. Ensuite, il y a eu l'apparition de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive ou RTMS. Puis après, la stimulation transcrânienne directe ou TDCS. Et ensuite, l'apparition de la stimulation focale à ultrasons. Puis la magnétique seizure thérapie, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est une évolution de l'électroconvulsivothérapie avec l'utilisation d'un courant magnétique. Puis des techniques plus invasives avec le recours à la neurochirurgie, notamment la stimulation du nerf vague, où on va mettre une électrode au niveau du nerf vague, et la stimulation cérébrale profonde, où on va avoir des électrodes qui vont être au niveau du cerveau. Parmi ces techniques de neurostimulation, les trois premières, l'électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive et la stimulation transcrânienne directe, sont des techniques qu'on va utiliser d'une manière assez courante au niveau de l'utilisation clinique quotidienne. Donc c'est des techniques qu'on utilise tous les jours pour aider les malades et soigner les malades pour mieux évoluer avec leur maladie. Et les autres techniques, notamment les stimulations plus invasives, sont des techniques qui sont en cours de développement, réservées à la recherche de pointe et ne sont pas utilisées en pratique courante de tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de ces trois premières techniques qui sont utilisées d'une manière courante dans l'exercice quotidien. Et donc, ces techniques de neurostimulation, c'est quand même des techniques de pointe qui se développent de plus en plus. Vous l'avez vu dans les images, quand même, ça s'appuie sur des avancées technologiques assez puissantes. Cependant, leur histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des techniques qui ont été inventées au XXe siècle, mais qui datent depuis bien plus longtemps que ça. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être dater leur utilisation à l'Antiquité. Et ils ont un avenir qui est quand même en pleine construction actuellement, tant sur plan clinique, comment développer leur utilisation au mieux pour aider les malades, sur le plan économique, comment les financer, comment les rembourser, mais aussi avec plusieurs questionnements éthiques autour de l'utilisation de ces techniques-là pour la prise en charge des personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la description de ces techniques-là et leur évolution de l'histoire à aujourd'hui. Donc c'est quoi ces trois techniques de neurostimulation dont je vous parle aujourd'hui? Donc, je vous avais dit, il y a l'électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, la stimulation transcrânienne directe à courant continu. Ces trois techniques, elles ont un point commun. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner ce que c'est le point commun. Ce n'est pas si évident que ça, mais bon, c'est un petit peu caché. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, mais elles ont un point technique en commun, on va dire. En fait, ces trois techniques-là vont reposer sur l'utilisation d'électricité. On va utiliser l'électricité à but thérapeutique. Bon, sur le cerveau, certes, mais on va utiliser l'électricité à visée thérapeutique. L'utilisation de l'électricité en médecine n'est pas une invention récente, puisqu'on retrouve les premiers usages dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, il y a eu cette réflexion autour de l'électricité qui pourrait être thérapeutique. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens technologiques qu'on avait aujourd'hui. Donc, ils utilisaient certains types de poissons, comme la torpille ou les anguilles, pour soigner notamment les personnes qui souffraient de douleurs. Donc, on plaçait le poisson sur les zones douloureuses et on constatait quand même que grâce à cette électricité, il y avait une diminution de la douleur ressentie par le patient à ce moment-là.
Cet usage de l'électricité s'est développé de plus en plus autour du XVIIe, XVIIIe siècle, où là on avait des outils technologiques peut-être un peu plus puissantes que dans l'Antiquité, avec notamment les bouteilles de LED qui servaient de condensateurs, et on utilisait ces bouteilles après, on les plaçait sur certaines zones au niveau du corps humain pour soulager les douleurs, et on a vu à ce moment-là l'apparition des premières machines électriques qui étaient intéressantes en médecine. Et le plus gros du développement de l'utilisation d'électricité va arriver, lui, au XIXe siècle. C'est là où, finalement, il y a eu plein de théories, il y a eu plein de conceptions autour de l'utilisation de l'électricité, avec notamment le galvanisme. Donc, c'était Luigi Galvani qui, à ce moment-là, va comprendre un peu le système de fonctionnement des nerfs et de l'électrophysiologie. Il va appliquer un courant électrique au niveau des jambes des grenouilles, et ça va permettre la rétraction des jambes. Et donc là, à ce moment-là, on va découvrir cet effet électrophysiologique. Ensuite, il y a eu les théories de Faraday avec l'électrothérapie. Donc, c'est lui aussi qui va développer l'utilisation, les premières machines d'électrothérapie grâce à ces théories. Et à ce moment-là, Giovanni Aldini, qui est le neveu de Luigi Galvani, quand même l'histoire elle se poursuit, il va quant à lui utiliser l'électricité, comme on le voit dans l'image ici, pour soigner des personnes qui souffraient de pathologies psychiatriques. Donc à ce moment-là, il va essayer de mettre le courant électrique au niveau du cerveau d'une personne qui souffrait de mélancolie et d'une personne qui souffrait de schizophrénie, et ils vont trouver des résultats assez intéressants. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas ne pas continuer à développer l'utilisation de l'électricité chez les personnes qui présentent des pathologies psychiatriques. Fin 19e, début 20e siècle, c'était un petit peu la révolution au niveau de l'utilisation des machines électriques à ce moment-là, avec notamment aux États-Unis et en Europe. À ce moment-là, il y avait les piles électriques qui se développaient. En fait, ces piles électriques, on en faisait un usage médical très très poussé, avec parfois des ceintures que la personne pouvait se mettre autour de la taille pour soigner les douleurs lombaires. Il y avait aussi des machines qu'on pouvait mettre autour de la tête pour soigner les migraines, pour diminuer la fatigue, pour soigner la dépression. Donc il y avait plein de machines qui ont vu le jour à ce moment-là, qui étaient soit utilisées par les médecins dans leur cabinet ou aux cliniques, soit utilisées par le patient à la maison. Donc il y avait des machines qui étaient compatibles pour un usage à domicile par le patient. Dans la même époque, un chercheur suisse a émis aussi l'idée de pourquoi pas ne pas utiliser l'électricité pour générer des crises d'épilepsie. Donc il disait, si on génère des crises d'épilepsie grâce à l'électricité, on pourrait contrôler ces crises d'épilepsie, et ça pourrait peut-être être intéressant pour soigner les patients qui souffrent de pathologies psychiatriques. Sa théorie a été reprise en 1930 par deux psychiatres italiens, Lucio Blini et Ugo Cerletti, qui vont, eux, mettre en place les premières machines d'électroconvulsivothérapie. Donc, c'est les machines qu'on va voir, que vous voyez ici sur l'image. Le but de ces machines, c'est de générer un courant électrique suffisant qu'on va appliquer au niveau du cerveau. Ça va induire une crise d'épilepsie. Et on a constaté à ce moment-là que ça améliorait les patients qui souffraient de pathologies psychiatriques, que ce soit la dépression, la mélancolie, la schizophrénie ou autre. Et donc, arrivé à ce moment-là de la première technique de neurostimulation qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui est l'électroconvulsivothérapie. Donc, l'électroconvulsivothérapie est une technique qui a pour base de générer des crises d'épilepsie grâce au courant électrique. Donc, c'est des crises d'épilepsie contrôlées. Vous le voyez là, on a un début et une fin de cette crise qu'on va pouvoir la paramétrer. Et c'est une technique qui a été utilisée d'une manière très importante entre les années 1930 et 1950, puisque à ce moment-là, c'était le seul traitement qu'on avait. Il y en avait d'autres, mais c'était celui qui était le plus facile à utiliser et qui marchait le mieux. Donc, il a été utilisé d'une manière excessive et pas toujours bien encadrée. Ce qui a amené dans les années 50, entre les années 50 et les années 70, au déclin de son utilisation de cette technique. Pourquoi ? Parce que c'était le même moment où on a découvert les médicaments. Et donc, comme on arrivait à soigner les malades autrement que par cette technique-là, on préférait les médicaments, ce qui marchait mieux et qui avait moins d'effets secondaires.
parce que aussi à ce moment-là, il y a eu l'apparition des premières psychothérapies, notamment la psychanalyse avec Sigmund Freud. Donc on s'est dit, il y a d'autres moyens de soigner les malades que par l'électricité, donc on va peut-être abandonner cette technique-là. Le problème aussi, c'est que cette technique a été mal utilisée aussi à cette époque-là. C'était la seule technique qu'on avait. Ça a été utilisé d'une manière pas forcément toujours encadrée, chez des personnes qui ne souffraient pas toujours de pathologie psychiatrique. Donc effectivement, ça a amené une critique assez importante de son utilisation, des mouvements d'opposition, ce qui ont réduit l'utilisation de cette technique entre les années 1950 et 1970. Elle a été même parfois diabolisée et très très critiquée. Cependant, dans les années 70, il y a eu de nouveau un regain d'intérêt pour cette technique-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les médicaments, c'était sympa, mais ça ne marchait pas chez tout le monde. Et donc, il y a des patients qui résistaient aux médicaments. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas réutiliser les ECT, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus différente, en essayant de bien l'encadrer, de bien limiter le nombre de séances pour qu'il y ait moins d'effets secondaires. Donc la technique, elle a évolué par la suite, progressivement, pour devenir beaucoup plus acceptable et beaucoup mieux utilisable, avec une efficacité qui reste quand même très importante. Et une des manières d'encadrer un traitement, c'est de mettre en place des recommandations officielles. Et donc, on est obligé de suivre ces recommandations quand on veut prescrire ce traitement-là. Donc, les premières recommandations ont vu le jour aux États-Unis dans les années 90. Les recommandations françaises, elles datent de 1995. Elles n'ont jamais été réactualisées. Donc, c'est toujours les mêmes qu'on suit aujourd'hui. Et donc, ça a permis un regain de l'utilisation de cette technique, au début aux États-Unis, ensuite en Europe. Et aujourd'hui, elle est encore utilisée quotidiennement dans tous les pays du monde du fait de son efficacité. Donc l'électroconvulsivothérapie, ça va se dérouler comme vous le voyez sur cette photo-là. Ce qu'on va faire avant l'utilisation du courant électrique, le patient va être endormi. Donc on va faire une anesthésie générale qui est très courte, qui va durer de 5 à 10 minutes, donc c'est très très rapide. Cette anesthésie va nous permettre d'utiliser un autre produit qui est le curare. Le curare, ça relâche complètement le muscle. Comme les muscles sont relâchés, quand on fait la crise d'épilepsie, le patient ne va pas du tout bouger. Donc il n'aura pas de douleur, il n'aura pas d'entorse, il n'y aura pas des mouvements délétères. Donc on va endormir le patient, on va relâcher les muscles. Ensuite, on va mettre le courant électrique qui va induire cette crise d'épilepsie. Et cette crise d'épilepsie va un peu avoir un rôle de régénérer en quelque sorte les neurones, une augmentation des neurotransmetteurs chez les patients qui va amener par la suite l'évolution et la diminution des troubles dont ils souffrent. Et donc les machines qu'on utilise, c'est comme celle qui est sur la photo, ça nous permet de contrôler aussi l'activité électrique du cerveau du patient en direct. Et donc, pour que cette technique fonctionne, il faut à la fois le courant électrique, il faut la crise d'épilepsie, mais il faut aussi répéter les séances dans le temps, sinon ça ne fonctionne pas. Une seule séance n'aura pas un effet thérapeutique, il faut en faire plusieurs. Donc, on fait au début 2 séances par semaine pendant 6 semaines, puis une séance par semaine, une séance toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pour arrêter le traitement par la suite si ça fonctionnait. Donc cette technique, on va l'utiliser pour la dépression, notamment pour les dépressions très sévères ou pour les dépressions qui résistent au traitement. On va l'utiliser aussi dans la schizophrénie dans le cadre des résistances au traitement et dans certains tableaux cliniques qui vont être aussi associés à une rigidité, à des mouvements moteurs anormaux qu'on appelle la catatonie. Donc, l'électroconvulsivothérapie, c'est une technique qui ne date pas d'aujourd'hui. Sa première application était dans les années 30. Elle a suscité beaucoup de controverses au fil de l'histoire. Elle est toujours très stigmatisée de nos jours aussi. Il y a beaucoup d'a priori autour de cette technique-là. Cependant, elle est toujours utilisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est efficace, voire très efficace, dans certaines situations. Quand elle est bien indiquée, bien encadrée, elle a une efficacité assez impressionnante. Donc aujourd'hui, son usage, il est encadré et réglementé. Et en plus, les recherches en neurosciences se développent de plus en plus autour de cette technique pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mais aussi pour améliorer son efficacité pour les patients.
Donc voici la première technique dans stimulation. Les deux autres techniques, comme je vous disais tout à l'heure, sont la stimulation magnétique transcrânienne répétitive et la stimulation transcrânienne directe à courant continu. Donc premièrement, la RTMS. La RTMS, c'est quoi? C'est une technique de neurostimulation, mais aussi de neuromodulation. Elle va avoir les deux fonctions, qui est non invasif. Donc dans cette technique-là, la différence par rapport à l'électroconvulsivothérapie, le patient n'est pas endormi, il est réveillé, il est assis dans un fauteuil. On va positionner une bobine qui est représentée ici sur la tête du patient, sur une zone très spécifique qu'on va déterminer en lien avec la pathologie sous-jacente. Donc on va placer cette bobine au niveau du scalp. Cette bobine, elle est constituée de fils de cuivre. On va avoir un courant électrique de haute intensité qui va traverser cette bobine et ce champ, il va générer un champ magnétique qui va être perpendiculaire au plan de la bobine. Et ce champ magnétique va lui induire un courant électrique secondaire qui va se propager au niveau du tissu cérébral. Et donc ce champ électrique va induire une modification de l'excitabilité corticale avec une dépolarisation des neurones corticaux, ce qui va avoir un effet thérapeutique dans un second temps. On peut moduler la fréquence de cette stimulation. Quand on va utiliser une stimulation à haute fréquence, on va augmenter l'excitabilité corticale. Quand on va utiliser une stimulation à basse fréquence, on va plutôt diminuer l'excitabilité corticale. Pareil, ces techniques-là, certes, son usage se développe d'une manière exponentielle depuis les années 90, avec beaucoup de recherches en santé mentale, mais aussi en neurologie sur son utilisation. Mais son histoire n'est pas non plus récente, puisque le premier chercheur à avoir travaillé sur les machines de RTMS, de TMS plutôt, c'était Arsonval, qui est un chercheur français, et qui utilisait en fait ce champ magnétique pour comprendre comment le cerveau fonctionne. Si on induit ce champ magnétique sur telle zone, qu'est-ce que ça va générer comme modification de comportement au niveau du corps. Donc il essayait à l'époque de faire le lien entre l'application de ce champ magnétique et la réponse motrice du patient. Donc il avait mis en place plusieurs types de machines, soit pour stimuler d'une manière plus précise, soit des machines qui stimulaient le corps entier ou le cerveau en entier. Et donc cette technique-là, donc on voit dans les fin 19e, début 20e, elles ont été utilisées pour être beaucoup plus utilisées dans les années 1990 ou un peu avant, où là on a eu d'autres machines beaucoup plus sophistiquées qui ont vu le jour. Et cette technique-là était initialement utilisée uniquement en recherche en neurosciences. Elle n'était pas du tout utilisée pour soigner les malades, elle était utilisée pour, comme je vous disais tout à l'heure, comprendre le fonctionnement du cerveau. On met une pulsion, un pulse électrique, et ce pulse, en fonction de la zone où on va le mettre au niveau du cerveau, ça va générer, par exemple, un mouvement au niveau du pouce, un mouvement de la jambe. Si on met la bobine au niveau orbitofrontal, on va avoir un impact au niveau de la vision. Si on la met au niveau du cortex moteur, on va avoir des mouvements au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Donc c'était utilisé vraiment pour cartographier le cerveau et pour établir des connectivités entre une zone ou une autre au niveau du cerveau. Donc ce n'est pas du tout utilisé à but thérapeutique. Sauf que pendant ces expérimentations-là sur la compréhension du fonctionnement du cerveau, ils ont constaté que quand on utilisait ces champs magnétiques, ça modifiait un peu l'humeur des gens, ça modifiait un peu leur façon d'être. Et quand on mettait la bobine dans une zone qui s'appelle le cortex préfrontal, donc c'est à peu près par là, et ben soit on augmentait le sentiment de tristesse, soit on diminuait ce sentiment, ou on diminuait le sentiment de tristesse, ou on augmentait le sentiment de joie. Donc ils se sont dit, si avec cette technique, on arrive quand même à moduler le moral, ça serait peut-être intéressant de l'utiliser chez les personnes qui souffrent de dépression. Donc c'est à partir de là où s'est née l'idée de dire, tiens, pourquoi ne pas utiliser ces techniques-là pour soigner la dépression ? Et donc mais pour soigner la dépression, il faut pouvoir répéter les séquences. Un seul pic ne sera pas suffisant, il faut les répéter. Donc il faut mettre en place des machines capables de répéter les impulsions. Donc les premières machines ont vu le jour dans les années 90. Et en 1995, il y a eu le premier essai clinique de grande envergure qui a permis de valider
l'utilisation de cette technique dans la dépression. Et donc depuis, on utilise ce traitement-là pour la dépression, mais aussi pour d'autres pathologies psychiatriques, mais aussi pour la douleur et dans des pathologies neurologiques. Mais le niveau de preuve ou l'utilisation la plus fréquente reste quand même dans le cadre de la dépression. Mais pour que cette technique soit efficace, il faut répéter les pulses, mais aussi répéter les séances pour avoir un effet thérapeutique. Je vous en parlerai après. La deuxième technique qu'on utilise d'une manière très courante aussi au quotidien, c'est la TDCS. Donc la TDCS, c'est pareil, une méthode de neuromodulation non invasive. Cette fois-ci, on ne va pas s'appuyer sur un champ électrique, mais sur un courant électrique continu de faible intensité, qui entre 0,5 et 2 mA, qui va être délivré au niveau du scalp à l'aide d'une cathode et d'une anode. Donc c'est assez simple comme processus, c'est basique. Et on va avoir un champ électrique qui va traverser de l'anode vers la cathode et donc qui va stimuler toutes les zones qui se situent entre ces deux électrodes. Sous l'anode, on va avoir une augmentation de l'excitabilité corticale. Sous la cathode, on va avoir une diminution de cette excitabilité corticale. Pareil, la TDCS, ce n'est pas non plus une technique très récente. Alors, son utilisation est très répandue depuis les années 2000, mais comme je vous disais tout à l'heure, entre la fin du 19e, début 20e, il y avait en fait cette révolution de l'électrothérapie, notamment aux États-Unis, avec plein de machines qui étaient disponibles à usage au domicile. Et on le voit ici, il y avait plein de machines qui étaient utilisées à la maison pour soigner la migraine, pour diminuer la fatigue, pour soigner la dépression. Et les gens utilisaient ça chez eux grâce aux piles électriques. Et elles ressemblent un peu, ces machines, aux machines de TDCS qu'on a aujourd'hui. Donc ça a été beaucoup utilisé jusqu'aux années 1920. Ça a été abandonné d'une manière importante vers les années 60. Et il y a un regain d'intérêt important depuis les années 2000, puisqu'il y a eu de nouveau des recherches autour de ces techniques-là pour dire quand même c'est intéressant, il y a très peu d'effets secondaires, pourquoi ne pas la remettre au goût du jour? Et depuis les années 2000, il y a beaucoup de recherches autour de son utilisation en psychiatrie et autres. Donc le mécanisme d'action de la TDCS, on va avoir à la fois un effet à court terme et un effet à long terme. L'effet à court terme, ça va induire une modification du potentiel de repos au niveau des membranes neuronales. Et l'effet à long terme, c'est un changement de la facilitation et de l'inhibition intracorticale. C'est ce qui va induire en fait un effet thérapeutique quand on répète les séances. Et donc pour avoir cet effet à long terme, il ne suffit pas de faire une séance, mais plusieurs séances. En moyenne, il nous faut 15 séances pour avoir un effet thérapeutique. Et donc, pour résumer, ces deux techniques-là, la RTMS et la TDCS, ils ont certains points communs. Les premiers points communs, c'est qu'ils sont utilisés à la fois pour soigner les malades, mais ils sont utilisés aussi dans le domaine de la recherche en neurosciences d'une manière assez importante pour essayer de découvrir comment le cerveau fonctionne et comment, avec ces techniques-là, on peut interférer avec le fonctionnement normal du cerveau. L'autre point commun avec ces deux techniques, c'est qu'elles sont toutes les deux non invasives. Donc, il n'y a pas besoin d'endormir le patient, il n'y a pas besoin de chirurgie. On est réveillé, on utilise la technique d'une manière consciente, entre guillemets. C'est des techniques qui ont très peu d'effets secondaires. Elles ne vont pas faire prendre du poids, elles ne vont pas donner des nausées, elles ne vont pas diminuer rendre les mouvements difficiles. Elles sont très bien tolérées, elles ont très peu d'effets secondaires. Elles ont très peu de contre-indications. Mais par contre, pour avoir un effet thérapeutique, il faut en moyenne une vingtaine de séances à 1 voire 2 séances par jour pour avoir un effet qui dure dans le temps, donc un effet rémanent. La particularité de la RTMS, c'est que c'est une technique qui va être très focale. Avec la RTMS, on va pouvoir viser une zone très spécifique du cerveau, voire une toute petite zone du cerveau. L'autre avantage, c'est qu'on peut moduler les paramètres d'une manière assez importante. On peut augmenter la fréquence, on peut diminuer la fréquence, on peut augmenter le nombre de pulses, on peut le diminuer, on peut les espacer, on peut les rapprocher. Donc on peut modifier énormément les paramètres si on se rend compte que le protocole ne fonctionne pas pour que ça soit plus efficace. Et on peut même synchroniser le rythme des stimulations par rapport au rythme cérébral pour que ça soit ça marche mieux dans certaines pathologies.
Donc c'est une technique un peu plus sophistiquée, on va dire, comparée à la RTMS, la TDCS, qui va être un peu plus rudimentaire. On va avoir une technique qui est plus simple, avec une anode, une cathode, une technique qui ne coûte pas très cher, donc ça c'est un avantage aussi. L'autre avantage de la TDCS, c'est qu'on peut l'utiliser à domicile, comme c'est des petits appareils assez malléables, assez simples d'usage. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas avoir une stimulation très précise, puisqu'on va être entre l'anode et la cathode. Et puis, on ne va pas pouvoir moduler les paramètres d'une manière importante, puisque les paramètres sont prédéfinis, on ne peut pas les changer. J'ai oublié de le dire, mais pour la RTMS, l'autre avantage, c'est qu'on peut la personnaliser. C'est-à-dire qu'on va utiliser une stimulation qui va être propre à chaque individu. On a tous une intensité de stimulation, un seuil de stimulation qui va être différent, et on va se baser sur ce seuil de stimulation pour délivrer le traitement. Donc on va la personnaliser au patient, et on va la personnaliser aussi grâce à l'IRM, parce qu'au préalable, on fait une IRM pour le patient, pour nous permettre de positionner la bobine d'une manière très spécifique par rapport à la zone qu'on souhaite chez cette personne. Donc il y a quand même une possibilité de personnalisation qui est assez importante. Et comme je vous disais, ces deux techniques s'appliquent dans la recherche en neurosciences, dans les pathologies psychiatriques, la dépression, la schizophrénie, les troubles addictifs, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a eu des études aussi sur la rééducation post-AVC, ça pourrait améliorer la rééducation après un AVC. Il y a eu des études sur la douleur chronique, sur la maladie de Parkinson. Et malgré cette multiplication d'usages, le plus gros niveau de preuve et le plus gros nombre d'études restent dans la dépression. Donc depuis les années 90, ces deux techniques sont utilisées d'une manière assez courante pour prendre en charge les personnes qui souffrent de dépression. Ils sont destinés aux patients qui ont eu un échec de 1 voire 2 traitements basiques pour la dépression, donc souvent les antidépresseurs. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on peut aller vers ces techniques-là. Et selon les différentes études, le taux de réponse, donc une amélioration, il est à peu près de 40 à 50%, avec un taux de rémission, donc guérison en quelque sorte, de 25 à 30%. Donc ça ne marche pas à 100%, comme tout d'ailleurs, mais quand même, ça peut aider certains patients à aller mieux. Et donc le fait que c'est utilisé d'une manière assez courante dans la dépression, on a quand même aujourd'hui des recommandations de bon usage qui nous disent comment il faut l'utiliser, combien nombre de séquences, sur quel endroit du cerveau il faut y aller, avec quelle intensité. Donc on a des guides pour bien l'appliquer, que ce soit pour la RTMS, pour la TDCS. Les recommandations, on a des recommandations françaises, des recommandations canadiennes, des recommandations américaines. Donc plusieurs pays utilisent aussi cette technique-là. Cependant, aujourd'hui, en France, c'est des techniques qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. C'est en cours de discussion, c'est en cours de négociation, mais ce n'est pas encore remboursé par la sécurité. Et dans les autres pathologies psychiatriques, schizophrénie, TOC, addiction, état de stress post-traumatique et autres, le niveau de preuve il est peu élevé. On n'a pas encore assez d'arguments pour dire que ça fonctionne, puisqu'on n'a peut-être pas encore trouvé les bons paramètres. Il n'y a pas de recommandation qui guide l'utilisation. Donc c'est utilisé pour les autres pathologies uniquement dans le cadre de la recherche clinique. Donc on essaye de comprendre quelle zone il faut stimuler, à quelle intensité pour avoir un résultat thérapeutique. Et donc dans l'unité où je travaille, qui est l'unité de recherche clinique Pierre Deniker, qui a été fondée par le professeur Jaffari, on dispose de plusieurs types d'appareils, que ce soit en RTMS ou en TDCS, et on essaye de mettre en place des protocoles de recherche clinique destinés aux autres pathologies psychiatriques autres que la dépression, pour essayer de mieux trouver la bonne cible pour essayer d'améliorer ces pathologies. Et on essaye aussi, au-delà de la recherche clinique, de mieux comprendre comment ces techniques fonctionnent d'une manière neurobiologique. Et comme vous le voyez ici, on se base sur les techniques de simulation du champ électrique pour essayer de comparer d'un patient à l'autre. Est-ce que finalement on délivre le même courant, et est-ce que ce n'est pas ça qui fait que ça marche chez certains patients et pas chez d'autres? Donc j'arrive vers la fin. Donc pour résumer, ces techniques de neurostimulation sont quand même en développement assez important depuis les dernières années. À partir des années 90,
On a un niveau de publication autour de ces techniques-là qui augmente en flèche. Aujourd'hui, on est à des milliers d'articles, alors qu'en dans les années 90, il y avait peut-être 4-5 articles sur ces techniques-là. On est passé de techniques qui étaient assez rudimentaires, mal utilisées, à des approches qui sont très ciblées et très sophistiquées, qui s'appuient sur les données de la neuroscience et de l'évolution technologique. L'évolution de leur utilisation est en progression constante, parce que plus on comprend les pathologies, mieux on arrive à les soigner, à mieux cibler. Et ils sont continuellement affinés et adaptés grâce au progrès technologique et la recherche médicale. Cependant, ce n'est pas des techniques universelles, dans le sens où on n'est pas dans une révolution, on ne va pas non plus améliorer à 100% tous les patients. Ça marche chez certains, ça ne marche pas chez d'autres. On ne sait pas pourquoi, c'est en cours de compréhension, mais ça peut rendre service à certains patients. C'est des techniques qui sont innovantes, qui transforment aussi notre manière à nous, médecins, d'aborder aussi la maladie. Ça permet d'améliorer la qualité de vie de certains patients et de vivre différemment leur souffrance au quotidien. Ils sont en évolution permanente, donc c'est un espoir finalement quand on est atteint d'une pathologie et que les traitements habituels ne fonctionnent pas. Le fait de voir que ces techniques évoluent, ça donne aussi de l'espoir. Mais quand même, il y a des précautions à avoir, notamment à maintenir un équilibre entre cette innovation qui va très vite et la prudence clinique, de ne pas faire n'importe quoi avec ces techniques-là. Respecter les normes éthiques et une meilleure pratique médicale pour encadrer ces techniques. Pourquoi ? Parce qu'on trouve de plus en plus un usage détourné de ces techniques, notamment la TDCS, où ça va être utilisé parfois pour booster un cerveau qui va très bien, pour augmenter les performances des cerveaux qui n'ont pas de problème. Et cet usage qui est non médical, qui n'est pas encadré, risque d'amener petit à petit une mauvaise image à ces techniques-là et peut-être priver des personnes qui en ont besoin, qui ont des pathologies psychiatriques déclarées, de ne pas pouvoir en profiter puisque ça a été détourné et utilisé d'une manière non adaptée. Un peu ce qu'on a eu aussi à un moment donné avec l'histoire de l'électroconvulsivothérapie. Donc certes, ça se développe, mais attention aussi à un usage qui n'est pas forcément recommandé ou adapté à ces techniques-là. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions...